Le cas de l'utilisateur de ce véhicule officiel exerçant une très haute fonction parlementaire renvoie à celui de ces hommes où la simple image est des plus évocateurs et déjà assez révélateur au point de simplifier la présentation à tout juste cette formule. C'est sans commentaire. Et entre nous, a-t-on justement besoin de vous présenter encore et encore Ben Omar Mohamed? Mohamed Ben Omar, vous le connaissez. Cependant, vous continuez toujours à vous demander mais qui est réellement Ben Omar Mohamed? Alors, laissez-nous pour une fois vous évoquer Ben Omar Mohamed. Voix marquante du monde estudiantin à l'USN, du monde corporatiste au SNEN et du monde syndical à l'USTN, Ben Omar Mohamed, natif de Gouré il y a 47 ans de cela, est diplômé en licence S-Lettres Histoire de l'université Abdou Moumoun Diofo de Niamey. Entré à 7 ans à l'école primaire Gouré Garçon, pour Ben Omar Mohamed, le bac, c'est à 20 ans. En somme, un cycle scolaire normal. Par contre, s'agissant de sa seconde phase du secondaire, il est bien que vous sachiez que pour ses activités de meneur du milieu scolaire, Ben Omar Mohamed fut déporté du lycée de Difa qu'il intégra en 1982 vers celui de Maradi qu'il quitta en 1985. La journée du 9 février 1990 trouva Ben Omar Mohamed comme appelé du service civique national au CEG 4 de Niamey. Titularisé professeur d'histoire-géographie, Ben Omar Mohamed se retrouve en cette qualité au CEG 1 de Difa de 1990 à 1994 avant de passer directeur de ce même établissement scolaire de cette date jusqu'en 1997. Puis ce fut au tour du lycée de Difa de l'accueillir pour une année. Là s'arrête l'histoire du portrait que vous ne connaissez pas de Ben Omar Mohamed. D'octobre 1998 au 9 avril 1999, vous vous rappelez bien de Ben Omar Mohamed. Vous avez Ben Omar Mohamed, conseiller spécial du président Ibrahim Baré Ménessara. Le politicien Ben Omar Mohamed est ainsi né. Mais très vite, il goûte à la perte de pouvoir Baré pour se retrouver de 1999 à 2004 à sa profession d'enseignant initial au lycée franco-arabe de Niamey. La suite. A-t-on seulement besoin de vous rappeler cela concernant Ben Omar et s'agissant de la période 2004 en nos jours où il est ministre chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, ministre de la communication, toujours porte-parole du gouvernement. Vous le savez, comme vous savez que le ministre Ben Omar démissionna du gouvernement pour se faire élire une première fois du 14 novembre 2009 au 18 février 2010 et une seconde fois, là tout à côté, à compter du 17 mars 2011. Et à chaque représentation populaire, Ben Omar Mohamed est 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, si nous avons une précaution d'écoute à vous conseiller, c'est vous demander de suivre avec soin l'honorable député Ben Omar Mohamed, ce grand officier de l'ordre du mérite du Niger, qui est l'invité de l'émission L'entretien de la semaine. Très ravi de vous retrouver cette semaine. Pour l'entretien de la semaine sur la télévision Ténéré, nous recevons Mohamed Ben Omar, ancien ministre, député de la 7e République. Monsieur Mohamed Ben Omar, bonsoir. Et merci de nous accueillir chez vous pour cet entretien de la semaine avec la télévision Ténéré. C'est bien vous, Ben Omar? Absolument. Anchari Annos. Vous allez bien et votre état de santé? Tout va bien, alhamdulillah. Alors, nous allons parler dans cet entretien, monsieur Ben Omar, de la 5e République, de l'éphémère 6e République. Nous allons parler aussi de la 7e République. Nous allons parler surtout du 18 février. Nous sommes le 19 aujourd'hui. Le 18 février 2010. Donc, c'était le coup d'État contre la 6e République. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 18 février 2010? Il y a eu véritablement un gâchis national, et qui sera immortalisé dans l'histoire sociopolitique de notre pays. Le héros du 18 février, si je peux l'appeler ainsi, pensant faire œuvre utile, oublie au passage qu'il était un instrument manipulé par certaines forces politiques
internes comme externes. Et je profite de votre antenne pour faire comprendre peut-être au plus grand nombre de Nigériens, certainement, qu'ils ne l'ignorent pas. Le coup d'État du 18 février n'est pas dû à la contestation politique de quelques partis politiques de la place en son temps, soi-disant pour lutter contre le phénomène Tazartia, entre guillemets. Non. Le coup d'État du 18 février est manipulé par d'autres forces extérieures. Et en son temps, quand je fais un... Quand vous dites force extérieure, vous parlez de... à certaines puissances néo-impérialistes qui n'ont pas voulu que le Niger se démarque de certaines positions traditionnelles dans le cadre du giron français. Je pense notamment à la France, je pense notamment aux États-Unis. Qu'est-ce qui nous a valu tout cela? C'est d'abord notre uranium. Notre uranium, vous n'êtes pas sans savoir qu'Areva a fait main basse sur toutes les ressources minières dans le nord Niger. Et Areva a voulu, par tous les moyens, avoir en 2007-2008 20 permis miniers. Que le président de la République, à l'époque, Mamadou Tanja, a refusé en leur octroyant 4. Nous savons ce qui s'est passé déjà en amont. Les personnalités contactées, les pots de vin qui ont été donnés, les démarches qui ont été faites, le MNJ qui a vu le jour, après le refus justement du président Tanja d'accorder ces 20 permis. Mais également en 2006, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être avec le président Tanja à Washington. Nous avons été reçus à la Maison-Blanche par le président Bush. Et en son temps, le président Tanja a donné à la limite un ultimatum, si je puisse m'exprimer ainsi, à Bush, en lui disant si le 31 décembre 2006, le permis Agadem n'est pas exploité par Petronas. Parce que Petronas, c'est une société de recherche pétrolière qui bat pavillon indonésien, mais les capitaux, c'est les capitaux américains. Et pendant plusieurs dizaines d'années, Petronas a détenu la licence Agadem. Et il a fait savoir, en tout cas de la façon la plus crue qui soit, au président Bush, si le 31 décembre, le permis Agadem n'est pas exploité, il va le retirer et il va le mettre sur la place du marché mondial, il basculera dans le domaine public de l'État et le revendre. Et c'est ainsi que nous l'avons revendu à CNPC et aujourd'hui le pétrole est une réalité. Ceux qui à l'époque nous combattaient disaient qu'il n'y a même pas du pétrole. Aujourd'hui c'est eux, nous allons revenir là-dessus, c'est eux qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps pour parler du pétrole nigérien. Mais c'est une passe, et pour rafraîchir la mémoire des Nigériens, beaucoup pensaient que non, il n'y a pas de pétrole au Niger. Mohamed Ben Omar, vous avez dit tout à l'heure que la transition militaire a été un gâchis pour le Niger. Vous pensez à quoi? Aux fausses factures? Je pense à beaucoup de choses. Je me rappelle d'une sortie médiatique d'un des ténors de la junte militaire de l'époque. Il disait que c'est un recul de 20 ans. Il ne s'est pas trompé. C'est un recul de 20 ans à tout point de vue. Non seulement, moi je me rappelle le dernier conseil des ministres auquel j'ai assisté, et c'est à partir de ce jour que j'ai quitté le gouvernement, le 20 septembre 2009, on a laissé rien que, dans le cadre du bonus pour le pétrole, de CNODC, 118 milliards de francs CFA, que le président Tanja a confié au ministre des Finances de l'époque, Lamine Zen, et qui doit mettre dans un compte spécial à la BCAO. Il a juste enlevé quelques milliards, 6 milliards je crois, pour l'OPVN, le fonds de contrepartie de l'OPVN, des partenaires techniques et financiers, stock financier. On a un stock de sécurité alimentaire de 150 000 tonnes que le soldat Salou est parti visiter, c'était sa première sortie. Et sa dernière visite aussi. Et sa dernière visite aussi, merci. Mieux, 2 milliards je crois pour la vaccination des petits ruminants. Voilà en gros quelques dépenses qu'il a demandées essentiellement au ministre des Finances d'exécuter. Les autres, de garder cet argent-là aux autorités de la 6e République quand véritablement le gouvernement de la 6e République va s'installer pour avoir de quoi redémarrer ses activités. Mais quand le soldat Salou est arrivé au pouvoir, vous avez vu la gabégie, l'incurie qui a été menée, la mauvaise gouvernance. Et mieux, ils avaient un gouvernement, je ne sais pas, à l'image de l'homme, tout naturellement. Et vous avez vu comment, d'abord, nous, à l'époque, je vous donne un exemple, l'indice le plus élevé à la fonction publique était le point 600. Et ils ont crevé le plafond pour l'amener à 1000. Ils ont augmenté les salaires parce qu'il a beaucoup d'argent. Pourquoi Wanké ne l'a pas fait en 1999? Parce qu'il a trouvé le coffre vide. Mais lui, le soldat Salou, a trouvé de l'argent. Et mieux, certains Nigériens ont élevé la voix à dire, même quand les autorités de la 7e République étaient venues, on leur demandait l'audit de la transition. Ils étaient incapables de faire l'audit. Or, nous savons ce que nous avons laissé en termes d'argent frais, en termes de stock de sécurité alimentaire, en termes d'acquis, en termes d'accords. Tout cela a volé en éclats sous la transition du soldat Salou. Je disais encore, c'est un gâchis, parce que
le Niger était au banc de la communauté internationale, du fait justement de ce coup d'État militaire. Le Niger a perdu à tout point de vue en termes d'indice de développement humain. Tous les acquis sociaux engrangés, que ce soit la couverture sanitaire, que ce soit la couverture en eau potable, que ce soit en termes de vente de notre image à l'extérieur, l'arrivée des investissements extérieurs, tout cela a été arrêté et la communauté internationale, tout naturellement, a coupé le cordon par rapport au Niger. Je disais encore que c'était un gâchis parce qu'il y a eu des malversations inouïes, inimaginables, qui courent encore et qui sont d'actualité. Et malheureusement, aujourd'hui, voilà, les mêmes erreurs se reproduisent ipso facto et des députés qui sont exclus de par la Constitution, l'article 52, bénéficient des marchés publics au vu et au su de tout le monde et en faisant croire que les Nigériens sont dupes, on leur fait partir un papier pour dire que le député en question a démissionné depuis le 24 juillet. Ils oublient que le 24 juillet, c'est un dimanche. Le lendemain, peut-être qu'on a travaillé, moi je ne sais pas, mais en tout cas moi je n'ai pas travaillé. Le 25, il soumissionne à un marché, on lui donne ce marché, et c'est quand le marché a été signé le 12 janvier 2012, et que le marché était dans la rue à Katako, au petit marché, à Wadata, qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une bavure. Et ils ont commencé à remuer ciel et terre pour ramener la lettre de démission sur le bureau de l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale a été vigilante. Elle a enregistré ce courrier le 19 janvier 2012. Et la lettre accusée de réception du président de l'Assemblée nationale aux députés concernés, justement dit votre démission en date du 24 janvier, mais formellement déposée au bureau de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2012. En foi de quoi la lettre, etc., pour servir et valoir ce que de droit. Pensant que la démission. Il a fallu le 6 février que nous tenions la réunion du bureau de l'Assemblée nationale pour statuer sur la suppléance et saisir par l'entremise du président de l'Assemblée nationale la Cour constitutionnelle. Alors, question. De qui se moque-t-on dans ce pays? Hier, vous passez pour des garants, les saints, les anges gardiens de la Constitution, des lois et règlements de la République, et aujourd'hui, vous passez pour une République bananière qui foule aux pieds allègrement les lois et règlements de la République. Quelque chose cloche quelque part. Ou nous, les Nigériens, on n'a rien compris, ou ceux qui nous dirigent n'ont rien compris, et de leur serment, et de leur thème de campagne, tant rassassé aux Nigériens. Mais je pense qu'en donnant du temps au temps, les Nigériens se rendront compte qu'ils ont fait le mauvais choix. Monsieur Ben Omar, parlant du 18 février 2010, alors, il vous a fallu combien de temps pour réaliser que, effectivement, la 6e République n'était plus? Non, on n'a pas besoin de réaliser sur le champ. Moi, je me rappelle, ce jour-là, on était à la Commission des finances à l'Assemblée nationale. On était en réunion du MPRR, parce que suite au retour d'une réunion tenue à Abuja avec la CEDEAO, avec l'opposition de l'époque, nous faisons le compte rendu à nos camarades quand nous avons entendu les tirs. Et immédiatement, on savait qu'il y avait des coups d'État. Un coup d'État était dans l'air. Tout le monde le sait au Niger. Même vous? Même nous. Alors comment vous n'avez pas pu contrecarrer? Écoutez, nous, on n'est pas des hommes qui ont appris à tuer ou des tueurs à gages. On ne manipule pas la baïonnette. Nous sommes des civils, des hommes politiques. Nous faisons de la politique et nous faisons un débat d'idées entre ceux qui pensent que ce que nous avons fait est illégal et nous qui disons que non, ce que nous avons fait est légal sur la base de la Constitution, des lois et règlements que nous nous sommes librement donnés au Niger. Les textes de la Ve République. Maintenant, auxquels sont venus s'ajouter un certain nombre de textes supranationaux, notamment de la CEDEAO, que les gens ont usité à tort et à travers pour dire que nous sommes sortis du cadre légal pour organiser un référendum frauduleux avec tout ce qu'il y a comme cohorte d'associations de la société civile qui, à l'époque, jouaient les suppositoires à qui vous savez. Regardez mon regard et vous comprendrez. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a plus de société civile. Aujourd'hui, on constate que les gens qui ont dénoncé et qui ont porté le coup de massue à la 6e République en manipulant, parce que les militaires aussi, il faut leur créer le terreau, il faut leur créer les conditions objectives et subjectives pour qu'ils interviennent. Et ça, effectivement, nous disons chapeau à l'opposition de l'époque, parce qu'elle a créé les conditions. L'instabilité politique et institutionnelle, ils ont fait le holà, ils ont crié sur tous les toits, ils sont partis à l'extérieur, ils ont sillonné le monde entier pour que le Niger soit au banc des accusés, au banc de la communauté internationale. Et tout naturellement, le bras armé était Salou et ses camarades. Il a usité des canons de la République pour mettre fin à la 6e République.
Oui, monsieur le député, vous étiez député de la 6e République. Qu'est-ce qui vous a échappé justement sous la 6e République pour que cette République soit balayée d'une manière vraiment très déconcertante? Si j'ai un regret, c'est juste un passage dans notre dispositif stratégique de lutte en son temps. C'était les 3 années. Avec beaucoup de mes camarades. Le bonus du président Tanja. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais moi, je parle de 3 années qui ont été introduites comme disposition transitoire dans la Constitution. Ça a été quelque chose que je n'ai jamais partagé, que je n'ai jamais soutenu. Nous avons changé la Constitution par un référendum en bonne et due forme, légal, où les Nigériens ont apporté tout leur suffrage. Je pense que la meilleure des choses, c'est de demander au président Tanja de prendre un mandat propre de 5 ans et d'aller aux élections avant le 22 décembre. Et le 22 ou le 23 décembre 2009, il prend un nouveau mandat qui prend effet à partir de cette date-là. Et en ce moment, on a les mains propres, on n'a aucun problème de conscience. Si j'ai quelque chose sur ma conscience, c'est cette erreur d'avoir accepté que nos juristes mettent cette disposition transitoire de 3 années. Parce que ça ne rime à rien, ça ne veut absolument rien dire. Mais vous avez aussi entrepris une telle aventure alors que vous n'avez pas aussi peut-être le soutien de l'armée. La preuve, c'était le 18 février 2010. Non, moi, je n'ai pas besoin de soutien ou de... Non, pour moi, par définition, l'armée est républicaine. Elle va être dans sa caserne. Elle fait son travail de défense d'intégrité du territoire, de la surveillance du territoire et, en tout cas, garantir l'indépendance nationale, la liberté des citoyens, etc., etc. Pour moi, c'est un débat politique. Mais regardez, dans les démocraties avancées... que l'armée allait surgir sur la scène politique? Parce que des partis politiques ont marché, parce que des partis politiques ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de... Et parce que aussi vous avez changé la Constitution. Non, mais on ne l'a pas changé par la force, on l'a changé par une méthode démocratiquement, universellement acceptée, partagée par le monde. C'est le référendum. Pour qu'il y ait des mosquées, on fait des référendums. Pour modifier un texte ou un code de la famille, on fait des référendums. Mais est-ce qu'une constitution est un document sacré qui restera immuable, qu'on ne saurait toucher dans le temps et dans l'espace? Non. Mais le président Tanja avait fini ses 2 mandats. Mais il a fini ses 2 mandats. À la différence justement de ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal ou dans d'autres pays, c'est le peuple qui a demandé à Tanja de continuer. Mais que veut le peuple? Le peuple, justement, c'est qui le peuple? Le peuple, bon, il y a eu une définition. Ça, allez-y la regarder. Mais nous, à l'époque, pour nous... Votre définition, c'était quoi? Le peuple, c'est les Nigériens qui sont sortis dans la rue pour demander que Tanja continue. Je peux défier n'importe qui. À qui une seule fois Tanja s'est adressé pour dire que moi, je voulais continuer. Qu'ils le disent. Qu'ils le disent. Le Nigérien, qui qu'il soit, où Tanja est allé le voir pour lui dire « fais tout pour que moi, je prolonge mon mandat ou que je reste ». C'est les Nigériens qui sont sortis. Ils font des déclarations, ils font des marches, des organisations de la société civile. Mais pourquoi vous, si vous voulez aller au pouvoir, vous pouvez remuer ciel et terre et que d'autres ne peuvent pas le faire? Pourquoi? Contrairement, par exemple, à certains pays comme le Sénégal. Aujourd'hui, Ouad, regardez ce qui se passe dans son pays. Ce n'est pas le cas du Sénégal, n'est pas la photocopie conforme du Niger. C'est 2 choses différentes. Lui, il n'y a aucun peuple qui est sorti, aucune région n'a demandé son maintien. C'est vrai qu'il a un parti politique qui le soutient, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas le cas chez Tanja. Alors aujourd'hui, après le coup d'État de la 6e République, beaucoup de Nigériens constatent, surtout encore mieux avec l'avènement de la 7e République, que ça a été un véritable gâchis, un coup d'État pour rien, parce que c'est un recul de 20 ans. Il y a eu la restauration de la démocratie. Oui, mais la démocratie, mon cher, ne se mange pas. La démocratie ne se met pas dans la poche. Vous-même, vous dites qu'aujourd'hui, la santé économique du Niger est malade. Le Niger est à la croisée des chemins. C'est ça, la démocratie restaurée. Quand les gens sont dans la rue, quand les gens sont affamés, quand les hôpitaux ressemblent plus à des mouroirs, quand les villages nigériens sont en train de se dépeupler, quand Niamey est envahi par les populations pratiquement rurales, c'est ça la démocratie restaurée? Je vous pose la question. Je pense que si nous militons pour la démocratie, pour la bonne gouvernance, c'est pour préserver un certain nombre de prérequis, mais également engranger des acquis dans le cadre de renforcement du pouvoir d'achat des citoyens, dans le cadre de la bonne gouvernance économique, sociale, politique, institutionnelle. Regardez l'école nigérienne aujourd'hui, l'école publique nigérienne. Mais ça ne date pas d'hier. Ça n'existe, ça ne date pas d'hier, mais ça s'est aggravé. Par contre, on nous a dit, dès que les autorités de la 6e République viennent, ils vont recruter 50 000 fonctionnaires par an. Ils vont recruter ceci, cela. Qu'est-ce qu'on a recruté aujourd'hui?
et pour vous dire que c'est du bluff. Et les Nigériens aujourd'hui, la mort dans l'âme, constatent qu'ils sont loin des objectifs qui leur étaient assignés à la campagne de 2010. Mais le mandat ne fait que commencer, il n'a même pas un an. Mais il y a des signes précurseurs. Si vous pouvez aller à bon port, il y a des signes qui vous disent que vous êtes incontestablement sur la bonne voie. Mais les signes que nous avons aujourd'hui, pratiquement tout est au rouge. Et rien ne nous indique que plus nous évoluons dans le temps, les choses vont s'améliorer. Rien ne nous l'indique. Au contraire, tout s'aggrave. Mohamed Ben Omar, parlant de la 6e République, toujours pour parler des acteurs de la 6e République, comment s'est opéré le choix du Premier ministre Ali Bagio Gamache? Je ne saurais vous le dire parce que je ne suis pas dans le secret. Je ne nomme pas le Premier ministre. Mais je sais que c'est, à mon humble avis, si j'ai un avis à donner, ce n'est pas l'homme qu'il fallait à la tête du gouvernement de la 6e République. Pourquoi? Cela, je le garde pour moi. Faites votre petite enquête et vous découvrirez ce que je vous dis. Partagez ça avec les Nigériens? Je le garde pour moi. Hors micro, peut-être je peux vous en parler. Mohamed Ben Omar, nous parlions du Premier ministre Gamache. Est-ce que le gouvernement dont il était le Premier ministre, est-ce que ce gouvernement répondait aux exigences que requiert la manœuvre politique, c'est-à-dire le tazarche, comme on a l'habitude de dire? Vous savez, le Premier ministre Gamache est arrivé à un moment où moi j'ai quitté le gouvernement pour aller aux élections législatives, le 20 septembre 2009, à l'époque avec l'ancien Premier ministre Seyni Oumarou et le ministre des Affaires religieuses Issa Kalabou. Nous avions quitté le 20 septembre et c'est après notre départ qu'il y a eu un réaménagement technique du gouvernement pour nommer Gamache Premier ministre et également d'autres personnalités à certains postes ministériels. Il faut dire, l'objectif que nous nous sommes assignés, Gamache n'a rien à voir avec. Gamache ne connaît ni de près ni de loin tout ce qui a été fait comme travail abattu pour que le président de la République reste. Et les Nigériens en sont témoins. Et je pense que, je disais tantôt, c'est la plus mauvaise des personnes qui puissent diriger un gouvernement de renouveau démocratique, de refondation de la République. Et mieux, nous étions au courant de toutes les démarches faites par ce bonhomme, avec certaines personnalités de la sous-région au moment du dialogue interne-nigérien. Et il a toujours cru que même après le coup d'État du 18 février, qu'il allait être maintenu comme Premier ministre. C'est la nature des hommes. Ils sont ce qu'ils sont. Je pense que l'histoire identifiera qui est quoi, qui peut faire quoi. Et malheureusement, vous avez vu la façon, les conditions dans lesquelles il a été exfiltré, les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé en France, ensuite à Dakar. Je ne reviens pas sur cet épisode malheureux. Cependant, je dois dire que nous avons péché. Et beaucoup de personnalités ont trompé le président Tanja dans le choix des hommes. Et ça a été une des faiblesses de notre équipe à l'époque, c'est qu'on avait plusieurs centres de décision. Et cela n'était pas bon pour la collégialité gouvernementale, pour la solidarité gouvernementale. Il y avait des gens qui s'opposaient. Quand je m'oppose à une option, je rends le tablier. C'est cela que voudra le bon sens et l'éthique politique. Mais beaucoup étaient effectivement dans l'équipe, ne partageaient pas idéologiquement, s'entend, la position affichée par le plus grand nombre, la majorité des membres du gouvernement, mais ils ont tenu à rester. Mais malheureusement en faisant un travail de sabotage interne. Je sais que cependant, beaucoup de nos collègues n'ont pas été solidaires avec nous en son temps. Monsieur Ben Omar, à vous entendre parler, on a l'impression qu'on est sous la 6e République encore. Non, la 6e République a existé. Malheureusement, elle a été enterrée très jeune par ce fameux coup d'État du 18 février que le soldat Salou et ses amis ont fomenté contre les institutions de la République. Et aujourd'hui, je suis convaincu que si on peut rentrer dans son cœur et voir ce qui est inscrit, il regrettera amèrement d'être sorti le 18 février. Mais nous savons que c'est quelqu'un qui est malheureusement utilisé par certaines forces politiques nationales à l'époque. Et aujourd'hui, beaucoup, même parmi les hommes politiques qui ont joué le jeu, ou la société civile qui ont joué le jeu, la mort dans l'âme constate qu'un gâchis national a été commis. Oui, vous parlez de gâchis national. Aujourd'hui, la santé économique du Niger. Le Niger va très mal. Le Niger est malade. Le Niger est à l'hôpital. Totalement. C'est un mastodonte au pied d'argile. Vous prenez le trésor public, il est à sec. Regardez les opérateurs économiques du Nigérien, ils vous disent que c'est des obérés économiques. Regardez les circuits financiers et commerciaux du Niger, pratiquement ils sont au rouge. Rien ne marche, rien ne circule. C'est pour vous dire que l'économie va mal.
Or, toutes les conditions sont réunies, en tout cas de 2009-2010, à avoir un boom économique, un taux de croissance au-delà de 5 à 6%. Nous sommes l'un des pays les plus cotés de la zone UEMOA. Malheureusement, du fait de la politique politicienne, malheureusement du fait de la mauvaise gouvernance, du fait de l'amateurisme de la classe dirigeante de notre pays, aujourd'hui, tous ces héritages, tous ces acquis sont en train de voler en éclats, auquel s'ajoute tout naturellement une mauvaise campagne agricole. Or, vous savez, les deux mamelles essentielles de l'économie du Niger, c'est l'agriculture et l'élevage. Et aujourd'hui, ces deux secteurs souffrent justement de la mauvaise précipitation, de la mauvaise pluviométrie enregistrée l'année dernière, mais également des affres de cette sécheresse qui est en train de frapper tout le Sahel d'une façon générale. Monsieur Ben, cela peut paraître un peu incompréhensible pour un député de la majorité, la manière dont vous prononcez. Mais parce que je suis dans la majorité, vous pensez que moi je suis un béni-oui-oui? Je suis député, membre de la majorité, mais je dis ce qui fait mal. Qui aime bien châtie bien. Si un temps soit peu ma majorité veut gouverner le Niger et veut gouverner de la façon la plus belle qui soit, en laissant un héritage historique, il faut bien que nous nous regardons les yeux dans les yeux et nous nous disons un certain nombre de vérités. Je ne suis pas le genre de député qu'on peut tirer par le nez, qu'on peut faire avaler des couleuvres en lui disant fais ceci, elle est... Ça, c'est dépassé cette période-là. Nous sommes des élus, les Nigériens ont eu confiance en nous, ils nous ont amenés à l'Assemblée nationale, c'est pour les représenter, pour défendre leurs intérêts. Et par rapport à cela, il n'y a pas de tergiversation possible. Qui qu'il soit à la tête de l'État, s'il gère mal, je vais le dénoncer. Et je dirais que tu gères mal. Ta façon de faire n'est pas bonne. Change de fusil d'épaule. Mais alors, dans ce cas, mais pourquoi vous avez quitté vos anciens amis alors de la Ve République? Ça, c'est une affaire de parti politique. La politique a sa logique, que la logique peut-être individuelle ou personnelle ne saurait cerner. C'est un autre débat sur lequel je ne veux pas revenir. Mais en tant qu'individu, en tant que député, représentant de la nation, et on le dit bien, la Constitution du Niger le dit, la 7e République, tout mandat impératif est nul. Le député, quand il rentre dans l'hémicycle, il n'obéit qu'à sa conscience, à l'intérêt général. Il n'obéit pas à un parti politique ou à une majorité. Cela doit être clairement entendu. Donc, si réellement un temps soit peu, nous sommes des élus dignes de ce nom, nous devons nous dire qu'est-ce qui est bon pour notre pays, qu'est-ce qui n'est pas bon pour notre pays. Or, ce que je ne peux pas comprendre, ceux qui paraissent être des donneurs de leçons hier, ils font pire que ceux qu'ils ont remplacés. Si vous voulez passer pour un donneur de leçons, donc au mieux, soyez mieux que ceux que vous avez remplacés. Parce que les tares qui ont été dénoncés hier, les Nigériens n'ont pas la mémoire courte. Ils se rappellent encore, ils ont la mémoire très fraîche de tous les propos du président Issoufou, de son parti, de ses amis politiques quand ils étaient à l'opposition. On a toute l'impression qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire exactement le contraire de ce qu'ils disaient hier. Nous allons revenir dans les débats un peu plus loin, mais parlons toujours de vos anciens amis de la Ve République. Beaucoup de vos militants, surtout de votre parti, disent que vous avez été l'un des artisans du soutien de Mamadou Issoufou. Peut-être. Peut-être que je me suis trompé. Aujourd'hui? Oui. Si vous avez une chance de reprendre, qu'est-ce que vous aurez dû faire? Si j'ai une chance, et je l'ai dit à plusieurs occasions, dans plusieurs forats, à certains de mes amis, s'il y a un acte que je regrette, c'est celui-là. C'est d'avoir soutenu Mamadou Issoufou. Pourquoi au fond? Pourquoi? Parce que j'avais cru en lui, je pensais qu'il avait des idées novatrices. Il peut être l'homme du changement, comme il l'a toujours dit, mais malheureusement, je constate que c'est totalement le contraire de ce que nous avons toujours cru en lui. On a l'impression d'avoir un homme totalement coupé des réalités du Niger, un homme qui dit faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, un homme qui n'arrive pas à connaître véritablement les réalités du Niger profond, quels sont les mots qui assaillent le Niger profond, et par rapport à son propre programme, un programme à la limite de la chimère, totalement. Alors là, on se rend compte, la mort dans l'âme, que beaucoup de Nigériens ont été trahis, beaucoup de Nigériens dans leur fort intérieur se sentent... Et là, on s'est trompé. Ça, c'est Mohamed Ben Omar, ce n'est pas le parti RDP. Non, c'est Mohamed Ben Omar, ce n'est pas le parti RDP. Je parle à mon nom. Ça n'engage en rien mon parti ou ma formation politique ou mon groupe politique. Monsieur Mohamed Ben Omar, parlons maintenant de l'actualité, l'assainissement financier qui a cours dans notre pays, notamment avec cette demande élevée de l'immunité parlementaire. Les Nigériens veulent voir clair dans l'assainissement. Vous savez, au Niger, le ridicule ne tue pas. Pour la bonne et simple raison que,
On a cru justement, entre autres grands thèmes de campagne ou de propagande politique des autorités actuelles, c'était l'assainissement économique et financier. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Est-ce qu'on a fait bouger un grain de sable depuis bientôt 8 à 9 mois? C'est du tape à l'œil. Voyez-vous, l'amateurisme a poussé ces autorités à transformer le Conseil des ministres en un tribunal. Et je me demande où sont tous ces docteurs en droit, je me demande où sont tous ces conseillers en droit qui entouraient le président de la République. L'amateurisme s'est tellement incrusté dans notre pays qu'on a confondu vitesse et précipitation. Tout le monde sait qui sont les pilleurs de ce pays. Vous les connaissez, vous? Tout le monde sait, eux ils le savent mieux que moi parce qu'ils gèrent l'État. Quand je gérais l'État, je savais qui étaient des pilleurs publics. Et en son temps, nous avons fait, peut-être que ce n'est pas autant, mais nous avons fait ce que nous avons pu. Mais aujourd'hui, on fait un amalgame, un flou artistique, sciemment créé pour créer la confusion. Et pas des moindres des ministres est sorti pour dire qu'il y a des députés qui osent hausser le ton et leur donner des leçons de morale. D'ailleurs, c'est lors d'une de vos émissions. Et c'est pour ça qu'ils sont partis chercher un dossier. Un dossier qui n'a jamais été rendu plus contradictoire d'abord par rapport aux concernés. Deuxièmement, qui n'est jamais atterri à un parquet, chez un procureur. Le ministre de la Justice le prend et il le balance à l'Assemblée nationale pour demander la levée de l'immunité de certains députés. Mais les gens pensaient que c'était une bombe. Ils pensaient avoir une trouvaille et détruire à jamais un certain député. Au contraire, ils ne font que ragaillardir ces députés. Tout le monde sait que la 6e République a existé. Et jusqu'au 22 décembre 2009 à minuit, Tanja Mamadou était dans la plénitude de ses pouvoirs. Quoi qu'on puisse dire sur le décret convoquant le code électoral, tout le monde sait qu'un référendum a eu lieu en bonne et due forme dans ce pays. Tout le monde sait que la 6e République a existé. Une Assemblée nationale a existé. Quoi que les détracteurs pensent. Or, la constitution du Niger, la 7e même qu'ils ont fait élaborer par leur fameux Conseil consultatif national, savent bien que le président de la République ne répond pas aux actes de gestion. Il ne répond qu'en matière de haute trahison. Et ils ont défini eux-mêmes ce qu'ils appellent acte de haute trahison en insérant cette fois-ci, comme pour répondre à l'histoire, immédiatement, une disposition qui dit la haute trahison, c'est au-delà des déchets toxiques, au-delà de la vente du territoire, le refus d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est eux qui l'ont dit, ce n'est pas nous. C'est eux qui l'ont dit. Mais c'est vous aussi. C'est nous aussi, oui. Puisque la Constitution a été adoptée. Oui, de la nous sommes majorité, respectueux des lois et règlements de la République. Un référendum a eu lieu qui a accouché de la 7e République. La 7e République, nous sommes partie prenante, nous sommes acteurs de cette 7e République, sans problème. Mais en vertu de quoi on veut nous faire croire que la 6e République n'a jamais existé? Et que tous les référendums, dans tous les pays du monde, le référendum est le propre de l'État. C'est l'État qui organise le référendum. Qui organise le référendum? Est-ce un parti politique? Est-ce la société civile? Est-ce une personne tierce quelque part isolée qui organise le référendum? C'est toujours le trésor public qui fait sortir de l'argent. Et nous, quand nous avions décidé en Conseil des ministres de convoquer un décret a été pris par le président de la République convoquant le référendum, l'argent qui a été mis à la disposition des membres du gouvernement pour le faire, sillonner les 8 régions du Niger, nous n'avons jamais demandé cet argent d'où est-ce qu'il sort. Est-ce qu'il est rouge, bleu ou jaune? Ça importe très peu. On nous a donné des moyens, 5 millions par ministre, voilà la mission, voilà les moyens, et l'objectif c'est de réussir le référendum. Un point carré. C'est cela la trouvaille justement des autorités de la 7e République pour dire, pensant qu'ils peuvent assainir des broutilles de trentaine, de quarantaine. Vous pensez que c'était un procès de la 6e République? C'est un procès pur et dur de la 6e République, une chasse aux sorcières des autorités de la 6e République. Et je pense que je n'ai pas les mots pour qualifier ce procès-là. Et aujourd'hui, la mort d'un homme, les Nigériens constatent qu'ils sont en deçà des objectifs qu'on leur a assignés. Et que s'il faut noter les autorités actuelles, ce serait la catastrophe. Monsieur Ben Omar, est-ce que vous vous sentez dans l'âme de celui par qui le Tazarchi est arrivé au Niger? Non, pas du tout. Ce mouvement de renouveau démocratique, c'est l'émanation de tout le peuple du Niger. Comme à l'unisson, les Nigériens sont sortis d'est en ouest, du nord au sud, pour demander à Tanja de continuer. Parce qu'ils ont vu en Tanja un bâtisseur. Ils ont vu à Tanja quelqu'un qui a innové. Ils ont vu en Tanja quelqu'un qui a marqué une rupture radicale, systématique, d'avec les autres hommes qui se sont succédés à la tête du Niger. Et ils ont vu que Tanja, ce qu'il faisait pour le Niger était concret, notamment en matière de développement économique et social. À l'époque, ce n'est pas
ce n'est pas, je ne vous fais pas comment dirais-je, c'est pas un secret que je mets à la place publique. À l'époque, nous étions dans la CFD, la coordination des forces démocratiques, de 1999 à 2004. Quand le président Tanja, lors de sa première mandature, a inauguré ce qu'on appelle les 1000 classes, 1000 barrages, 1000, etc. Mais pour nous, c'était, on riait sous cap. À la limite, on se disait, mais ça rime à quoi? C'est à la limite ridicule ce slogan. Mais c'est par la suite que nous avons compris que si rien n'y est fait, étant opposant à l'époque, hein, de 1999 à 2004, si rien n'était fait à la CFD, Tanja allait avoir un raz de marée. Et au deuxième tour, il est garanti de passer déjà au deuxième tour en 2004 aux élections, du fait justement de ces réalisations-là. Et mieux, j'ai eu la chance d'adhérer dans le premier gouvernement qui a succédé à la victoire de 2004. Et là, j'ai vu ce qu'on appelle le programme spécial, que d'aucuns pensent que c'est la boîte à Pandore où on distribue de l'argent à tour de bras. Mais ils n'ont rien compris. C'est un mécanisme bien huilé dans le cadre de l'orthodoxie financière, des fonds alloués aux différents ministères, gérés par le ministère du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire, et où on fait des réalisations. Les réalisations, c'est quoi? C'est les écoles où les enfants du Niger vont pour s'instruire, se faire éduquer, des cases de santé. Aujourd'hui, le régime est en train de pérenniser ses acquis en faisant ce qu'on appelle les centres de santé intégrés, des hôpitaux de district. Ils ont préservé les acquis. Ce n'est pas venu du néant, ce n'est pas sorti comme ça du néant. Il a fallu un travail en amont, de conception à la base, d'un travail pour les Nigériens, par les Nigériens. Et les Nigériens se sont retrouvés là-dedans. Combien de femmes nigériennes aujourd'hui se sont retrouvées avec des troupeaux de vaches dans les 4 coins du Niger, dans la région de Difa, dans la région d'Agadez, Maradi, Tawa, Niamey, Dosso, dans toutes les régions du Niger? Les gens se sont rendus compte qu'il y a un pouvoir d'achat que les femmes sont en train de maîtriser. Leur pouvoir d'achat est en train d'être revu à la hausse et de plus en plus, l'autonomisation des femmes n'est pas un slogan politique, mais une réalité. Grâce à ce programme-là, également, la capacité de production d'eau, notamment dans le monde rural. L'électrification rurale. Quand le président Tanja a pris le pouvoir en 1989, le taux d'électrification rurale était de 5%. En 2009, on était à 22% avec le projet électrification rurale. Depuis 2009 à aujourd'hui, est-ce que vous avez vu une seule ville, un seul village du Niger qui a été électrifié? Nous avons des pays voisins qui disent qu'aujourd'hui, c'est beau de voir le Niger la nuit. Dans les villages les plus reculés, vous venez, vous avez la lumière. Ce qui n'est pas le cas chez certains de nos voisins qui nous donnent de l'électricité. Paradoxe. C'est pour vous dire qu'un travail concret a été fait dans tous les domaines. Prenez aujourd'hui la chirurgie foraine. Depuis le coup d'État, c'est arrêté. Combien de vieillards, combien de femmes nigériennes, de vieillards nigériens, chez eux, à Bilma, au Djado, à Bosso, à la frontière de Terra, à Niamey, partout au Niger, on les trouve chez eux, dans leur région, à vil prix, gratuitement. On leur fait des opérations, qui la cataracte, qui pour avoir un cancer, qui pour détecter une maladie. Que dans les conditions actuelles du Niger, ils ne peuvent pas s'en faire. Mais depuis le coup d'État, ce beau joyau est arrêté. Regardez la maison, le centre de la mère et de l'enfant, dans les 8 régions du Niger. Regardez la vaccination au niveau du monde du bétail. Nous exportons de la viande. Nous avons 33 millions d'unités de bétail tropical. Une viande la plus prisée du monde. Mais malheureusement, en termes d'indicateurs, pour avoir des abattoirs frigorifiques, avoir une viande compétitive sur le marché mondial, il faut avoir un seuil de vaccination. Ce seuil de vaccination-là, le Niger a mis de l'argent pour l'avoir. Et on a atteint les 50% du bétail vacciné en 2009. Pour la première fois dans notre histoire, et gratuitement. Regardez les puits maraîchers. Regardez tous ces grands projets. Je ne parle pas maintenant des secteurs miniers. Il y en a des gens qui ont dit que non, le Niger n'a pas de pétrole. Les hommes politiques de l'époque qui nous combattaient, ils disaient que non, c'est du tape à l'œil. On est en train de prendre des Nigériens pour des enfants de cœur, il n'y a pas de pétrole. Aujourd'hui, c'est eux. Nous avons dit que nous avons du pétrole, nous avons la teneur en pétrole, de pétrole de première qualité, et voilà la quantité. Et aujourd'hui, cela a dépassé. En 2009, quand moi j'ai quitté le gouvernement, on était à 11 puits, positifs à 100%, selon le rapport du ministre Demi de l'époque aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont à plus de 50 puits, positifs à plus de 100%. Et ils continuent la recherche. Le gaz naturel, jusqu'à l'heure où je vous parle, personne, aucune personnalité nigérienne ne peut vous dire combien de milliards de mètres cubes nous en possédons. Allez-y à Agadem, vous allez voir. L'électricité que vous avez à des centaines de kilomètres tout autour d'Agadem, c'est grâce au gaz brut nigérien. C'est pour vous dire, nous avons ce que recèle le Niger. Nous nous sommes battus pour que cela soit. Et à l'époque, je disais en tant que porte-parole du gouvernement, en moins de 3 ans, nous serons le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest.
Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Et quand je me rappelle de certains de vos confrères, certains feuilles de choux, ils nous ont traités de tous les noms d'oiseaux, en disant que nous sommes en train de mentir aux Nigériens en leur racontant des histoires. Et bizarrement, c'est eux qui se précipitent à inaugurer Soraz, sans même penser la raffinerie là, qui l'a amenée, dans quelles conditions on l'a amenée, et pourquoi on l'a amenée. Et c'est vraiment un gâchis. Nous, à notre temps, quand nous avons voulu d'une raffinerie, c'est pour qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons les documents qui attestent avec nos partenaires chinois, le litre d'essence sort à Soraz, à Zander, à 300 francs. 300 francs. Mais combien vous le vendre à la pompe à combien? 570, je crois, ou 500. Oui, à votre époque, vous avez... Maximum 350. Pourquoi mettre dans la structure des prix plus de 30 chapitres de dépenses? Tout ce qu'il y a comme le transport et le bénéfice des marketeurs. La Sonidep, c'est une société d'État nigérienne. La douane, pourquoi faire la TVA? Mieux, pourquoi on a dit on a 7000 barils jour et 13 000 barils à l'exportation? Les 7000 barils de consommation nationale, c'est un système de péréquation qu'il faut faire. Les 13 000 barils à l'exportation que Sonidep doit vendre à l'extérieur doivent supporter les charges des 7000 barils de la consommation nationale. Et selon les chiffres que nous avons aujourd'hui à Zander, tout est arrêté parce que la production, on n'arrive même pas à consommer les 7000 barils du jour. On n'a même pas d'infrastructure pour évacuer le produit déjà fini. Gasoil, brut, essence et gaz. Voyez-vous, c'est pour vous dire que les gens ont fait une fausse communication parce qu'ils ont des objectifs, ils veulent se faire de l'argent sur le dos des Nigériens en utilisant un produit nigérien et en imposant une structure de prix où vous avez 0,3 francs qui vont à ceci, 0,4 francs qui vont à celui-là, 4,5 francs qui vont à l'autre, etc. Vous avez 17 postes de dépenses qui sont venus s'ajouter aux marketeurs et aux transporteurs. Et c'est tout à fait normal que c'est la grève, le prix de litre d'essence qui vous est vendu aujourd'hui, qui nous sommes vendus à la pompe à 579. Monsieur Ben Omar, revenons au bonus du président Tanja. Qui a eu cette idée de constitutionnaliser le bonus du président Tanja, les 3 ans? Non, je disais que c'est une disposition transitoire. Bon, vous savez, hein, vous avez plusieurs écoles de juristes. Il y en a qui pensent que maintenant, comme le cas de l'amnistie, elle a été une disposition transitoire introduite pour la première fois dans la Constitution de la Ve République, le fameux article 141, si vous vous rappelez, comme celui qui a été institué pour le soldat Salou et ses amis, dans la Constitution de la Ve République, c'est la même chose. Certains juristes ont dit qu'il fallait, mais en tout cas, il y a une autre opinion qui diverge et qui pense que non, il fallait chercher un mandat propre de 5 ans en allant en compétition contre tout celui qui veut se présenter à son temps. Voilà. Monsieur Ben Omar, alors je voudrais vous demander, quels sont les véritables non-dits de ce référendum de la 6e République qu'on appelait référendum, d'autres l'appellent la refondation de la République, et même certains, le Tazar, ce que vous ne voulez même pas parler? Non, moi j'ai une conviction politique, c'est qu'au vu des appels du pied faits par beaucoup de mes concitoyens, demandant au président Tanja d'aller, à l'époque j'étais l'une des personnalités qui était à côté de lui et qui avait découvert en l'homme vraiment cette âme de bâtisseur. Je me dis que ce serait un gâchis pour notre pays de ne pas aider une telle personnalité à accomplir tous ses désirs pour le Niger. Et d'une pierre, faire plusieurs coups, non seulement répondre au mal développement qui sévit dans mon pays, régler véritablement des problèmes criards dans mon pays, mais aussi l'homme a un courage politique inouï. Je suis convaincu que si ce n'était pas lui, je vais vous raconter une anecdote. 4 fois, le président Sarkozy demandait au président Tanja de venir en France pour discuter. Il lui a dit, je n'irai pas. C'est toi qui veux de mon uranium, c'est à toi de venir. Anne Lauvergeon a fait plus de 10 voyages, aller-retour, Paris-Niamey, rien que pour discuter avec le président Tanja. C'est rare d'avoir ce courage. Si c'était certain, regardez mon regard et vous comprendrez, ils auraient déjà courbé l'échine. C'est pour vous dire, les hommes, c'est vrai, nous sommes tous les mêmes, mais Dieu a germé le courage dans le cœur de certains, mais il n'a pas germé dans le cœur d'autres. C'est rare d'avoir certaines personnalités qui ne craignent rien, qui se disent qu'elles ont leur avenir derrière elles, elles se sacrifient pour leur pays. C'est ce que Tanja a fait. Et Tanja s'est sacrifié. Et il nous a toujours dit que le pétrole, comme les mines, vont être source de problèmes pour notre pays. Préparez-vous en conséquence
Et malheureusement, beaucoup qui ne croyaient pas l'ont vu en grandeur nature avec le 18 février 2010. Vous n'avez pas l'impression d'avoir fait entorse à la démocratie? Non, on a utilisé les voies de la démocratie. On a utilisé le référendum. Le référendum, c'est une disposition de l'article 49 de l'ancienne constitution de la 5e. Mais pourquoi on introduit alors le référendum? Prenez la 7e République. On vous parle de référendum. Quand bien ça a été corsé cette fois-ci. Nous, ce n'est pas le débat. On ne nous a pas battus sur le plan juridique, sur le plan du droit. Non. On nous a battus par la baïonnette, par les canons. Et c'est comme ça qu'on a mis fin à la 6e République. Et la refondation, c'est un système de pensée politique qui pense que le Niger doit être repensé de fond en comble, tant au point de vue de la réflexion qu'au point de vue de la démarche, qu'au point de vue des objectifs à assigner. C'est cela la refondation, ce n'est pas autre chose. Repenser tout. Ce n'est pas une violation de la Constitution, vous pensez jusqu'à présent? Non, pas du tout. Et je l'ai toujours dit sous d'autres cieux, si c'est à refaire, je suis prêt à le refaire. Et qu'on engage le débat. Avec tout celui qui est contre. Nous sommes prêts à engager le débat, qu'on nous prouve par A plus B au plan juridique et constitutionnel que ce que nous avons fait est illégal. Personne ne peut le montrer. Mais bon, on a fait appel à d'autres forces extérieures, on a fait de la manipulation politicienne des consciences. Vous savez, vous êtes au Niger. La Cour constitutionnelle de l'époque, pourtant... Je n'ai pas indexé X ou Y, mais je sais qu'il y a eu de la manipulation à l'époque. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de rattraper les uns après les autres. Et lesquels? Et beaucoup sont en train de faire leur mea culpa. Nous sortons dehors, nous discutons avec des personnalités qui ont été embarquées dans ce bateau de l'époque. Nous savons comment tout ce travail a été fait. Monsieur Ben Omar, face au cas Wade qui se déroule présentement au Sénégal, quelle est l'appréciation que vous faites en rapport avec celui du Tanja? Non, c'est deux choses totalement différentes. C'est comme le jour et la nuit. Au Niger, je disais tantôt, c'est le peuple du Niger qui a demandé à Tanja de continuer. Et mais il a bien fallu que quelqu'un demande au peuple de venir avec lui. Non, qui? Qui? Est-ce que vous pouvez, mais j'ai dit, je défie quiconque qui puisse dire qu'une seule fois, Tanja est sorti pour dire à un préfet, ou à un ministre, ou à un gouverneur, ou à un chef de village, que moi je voulais continuer. C'est le peuple qui s'est sorti, qui s'est mobilisé. Or, dans son serment, il y a une disposition qui dit qu'il est obligé d'être à l'écoute de son peuple, d'écouter les aspirations légitimes de son peuple. Il a juré. Autant on dit qu'il faut respecter la Constitution, mais autant il faut respecter aussi les aspirations du peuple. C'est dans cette même Constitution, c'est dans le serment lui-même. Ce n'est pas le cas chez Wade. Le Wade, ce n'est pas le peuple qui l'a demandé. Il a fait un mandat, et c'est lui-même qui a ramené le mandat au lieu de 7 ans à 5 ans. Il a fait un changement constitutionnel, non pas par voie référendaire, mais par le canal que vous connaissez de l'Assemblée, avec une majorité confortable de 4/5. Il a modifié. Et il dit que non, le mandat à partir duquel il a commencé ne tient pas compte après la réforme constitutionnelle. C'est deux choses, deux débats totalement différents. Il n'y a pas d'amalgame possible à faire en la matière. Mais il y a des gens qui veulent vous créer un flou artistique autour de cette question pour vous dire que voilà. Mais ce qui est lamentable, c'est que Wade, qui a été commis par l'Union africaine, qui est venu jusqu'à Niamey en voulant donner des leçons, nous aurions cru qu'il aurait tiré toutes les leçons de ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Et que certaines erreurs ne doivent plus être faites. Malheureusement, quand je vois Wade à Benghazi demandant à Gaddafi de sortir et il s'incruste au pouvoir, je dis qu'on ne sait pas ce que veulent nos hommes politiques en Afrique. On peut dire que le cas de la 6e République aussi, du président Tanja. Non, c'est deux cas totalement différents. Ce n'est pas la même chose. Vous finissez un mandat, vous vous incrustez aussi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas s'incruster, mais plutôt, ici, il y a un mécanisme référendaire. On a dit à tous les Nigériens, mobilisez-vous, allez-y battre campagne. Dites que non, Tanja a fini ses 10 ans, il doit partir. Ne votez pas pour Tanja. C'est ce que nous avons voulu. Et en ce moment, si réellement les Nigériens n'étaient pas d'accord avec Tanja, ils allaient sortir le jour du référendum le 4 août. Ils allaient voter massivement non. Et Tanja, au soir du 4 août, il a replié ses clics et ses claques pour partir. Ça n'a pas été le cas. Ceux qui disaient qu'il n'y a que 5% des Nigériens qui étaient sortis à l'époque, nous les connaissons. C'est aujourd'hui qui sont aux commandes de l'État. Mais ils ont vu, malgré le coup d'État contre la 6e République, malgré le traumatisme que nous avons vécu, malgré le lynchage médiatique, malgré le lynchage de tous les suppôts qui étaient avec les militaires à l'époque, on nous a arrêtés ici
Pendant plus de 6 mois, on nous a même empêché d'aller chez nous, à l'intérieur du Niger. Personnellement, j'ai été ramené à partir de Konni. Je partais chez moi à Zander à Gouré, on m'a ramené de Konni. Sur ma terrasse, là, j'ai fait plus de 6 mois assis, en me poussant les doigts. Et les autres, on leur avait ils avaient les 12-7, ils avaient les 14-5 qui les escortaient. Ils ont fait le tour du Niger pour faire leur campagne, pour dire que c'est fini, les gens de la 6e République ne vont plus revenir. Les militaires les ont renversés. Et vous savez bien que les militaires, s'ils renversent quelqu'un, ils ne vont pas le laisser revenir demain au pouvoir. Votez qui vous savez, et c'est comme ça votre salut. Malgré ça, malgré tout le soutien, malgré le chantage qu'on a exercé sur certaines forces politiques pour soutenir qui vous savez, vous avez vu le MNSD est venu au second tour avec Sénoubo. Vous avez vu son score. Et c'est ça qui a édifié la communauté internationale en disant que le référendum là était vrai. Et j'en ai discuté avec certaines personnalités extérieures qui sont venues au Niger, qui ont constaté les faits, pour dire que tout ce qu'on leur racontait là, c'était du bluff. Si c'était dans les conditions normales de pression et de température que ces élections ont eu lieu, l'ancien régime allait revenir contre l'avis de Sanda Salou. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que s'il se regarde dans sa chambre, dans sa glace, il doit regretter quelque part. Monsieur Ben Omar, vous étiez très proche de l'ancien président de la République, Mamadou Tanja. Quelles sont vos relations actuellement? Elles sont cordiales, sincères, de père à fils. Il n'y a pas 2-3 jours, j'étais avec lui sous son hangar. Je pars chaque fois prendre conseil auprès de lui. On échange sur la vie de la nation. Et nous allons continuer, Inch'Allah, de la même façon. Vous êtes député de la 7e République, de la majorité présidentielle. Vous n'avez pas l'impression d'avoir trahi ses opinions? Non. Je suis député. J'ai mes convictions propres. Je suis élu sur une circonscription qui a eu confiance en moi, qui a cru en moi. Et je fais mon travail. Il n'y a pas de trahison. Trahison par rapport à quoi? Si c'était à refaire avec Tanja, vous allez refaire? Je suis prêt à le refaire, Inch'Allah. Malheureusement, je sais qu'il a atteint un âge où il ne fait plus de politique. Il est au repos. Il se contente, en tout cas, de soigner sa famille, de soigner sa santé et de veiller, en tout cas, à sa famille. Merci Mohamed Ben Omar. Je rappelle que vous étiez l'invité de l'entretien de la semaine sur la télévision Ténéré. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Thank you.